Bonjour à toutes et à tous. Sylvie, merci pour cette invitation. J'ai mis ton nom, non pas seulement parce que tu as aidé à la présentation, mais que tu puisses intervenir, m'interrompre quand tu veux lors de la présentation pour animer. Donc, on va parler de la chirurgie et je vais essayer de rebondir sur certains points que M. Emile dont, a parlé. Donc, il y aura trois parties, trois cas de figure dans la légiste dont on a parlé des chirurgies: la maladie localisée, la maladie localement évoluée et la maladie métastatique. Donc, pour la maladie localisée, voici les plus anciennes publications, les plus anciennes recommandations et consensus européennes aussi qu'américaines qui ont conduit aux dernières recommandations de l'ESMO, publiées en 2018. Donc, on est à gauche de l'écran. Et donc, pour les gistes localisés, quand une chirurgie complète avec des marges microscopiquement saines, une chirurgie R0, est possible sans qu'il y ait des séquelles majeures, c'est la chirurgie qui est recommandée. On va voir ensuite pour ce qu'on fait après. Donc, les recommandations de l'ESMO, c'est qu'il faut faire une chirurgie R0, sans curage ganglionnaire, comme ça a été déjà dit. À côté, vous avez les niveaux de preuves et de recommandations. Il ne faut pas faire une rupture tumorale. Et si la voie d'abord est par célioscopie, et je vais y revenir, les règles de la chirurgie oncologique doivent être respectées. Ce n'est pas parce qu'on opère par laparoscopie qu'on peut se permettre de faire moins bien ou différemment de ce qu'on fait par chirurgie ouverte. Donc, et c'est clair que pour les tumeurs volumineuses où le risque de rupture est évident, la célioscopie doit être évitée. C'est aussi bien dans les recommandations françaises qu'on va voir tout à l'heure. Sur le dernier point, je vais revenir. C'est écrit dans les recommandations de l'ESMO, quand les séquelles sont très importantes, on peut discuter d'une résection R1 planifiée, mais on va y revenir. Et ça, c'est les recommandations françaises. Je les ai mises parce qu'il y a plus de précisions sur ce qu'il faut faire sur chaque organe. Donc, pour l'estomac, la recommandation est faire une résection atypique. Et pour les petites tumeurs, l'approche standard est ce jour la célioscopie. On peut aussi faire une résection segmentaire ou même une gastrectomie totale si c'est nécessaire, par exemple pour des tumeurs volumineuses, des tumeurs du cardia. Et de nos jours, en Europe, une résection endoscopique n'est pas un traitement standard. Pour l'intestin grêle, c'est une résection segmentaire. Pour les duodénomes, la DPC n'est pas obligatoire. Si on peut faire une résection segmentaire qui garantit la qualité de la chirurgie, c'est ça qu'il faut faire. Pour le côlon, le rectum, c'est une résection segmentaire ou même transanale si la taille est petite, mais toujours avec la qualité des marges qui doit être respectée. Et pour l'œsophage, une énucléation, si techniquement possible, est acceptée. Sinon, une résection œsophagienne. Et qu'est-ce qu'on fait après? Donc, c'est imatinib pendant 3 ans en adjuvant, traitement standard, quand le risque est significatif. Là, c'est clair, je reviens à ce que M. Emile disait tout à l'heure. Donc, c'est clair, pour les justes mutés DEC 842V, ils ne doivent pas être traités. Pareillement pour les gistes associés NF1 ou les SDH négatives. Il faut considérer différemment les patients qui ont un risque de récidive péritonéale important, les patients chez lesquels la tumeur a subi une rupture tumorale, donc il faut penser à l'imatinib. Donc, et quand une résection R0 sans séquelles majeures n'est pas possible, donc là, les standards, c'est de faire un traitement néoadjuvant, on va parler. Je ne vais pas rester plus sur l'adjuvant parce qu'Olivier va vous parler cet après-midi. Peut-être qu'on ne perd pas trop le temps. Là, c'est un arbre décisionnel des recommandations américaines qui viennent de sortir. Et j'ai mis cet arbre parce qu'il parle aussi des petites tumeurs, moins de 2 cm, gastriques, qu'on peut surveiller. Et les restes, les recommandations sont identiques aux européennes. Donc, il a dit tout à l'heure, M. Emile, il a parlé de l'importance de la rupture tumorale sur la classification du risque. Effectivement, cette année-là, en 2019, il y a 2 papiers qui ont beaucoup parlé de la rupture tumorale, et c'est celui-ci qui définit très bien qu'est-ce que c'est une rupture tumorale.
Donc, il y a 6 types, comme vous allez le voir. Je pense que ça vaut la peine de voir un par an. Donc, type 1, il y a un A et un B. C'est l'effraction tumorale spontanée avec ou sans un SMH. L'acide hémorragique est considéré comme une rupture tumorale parce que ça veut dire qu'il a eu une effraction tumorale qui a saigné, c'est ça que ça sous-entend. Quand il y a une perforation du tube digestif sur la tumeur, c'est une rupture tumorale. Pareillement, quand il y a une infiltration des organes de voisinage. Et après 5 et 6, c'est iatrogène, c'est une résection fragmentaire, une résection en piecemeal ou une biopsie chirurgicale par laparotomie ou par célioscopie. Est-ce que vous voyez quelque chose qui manque de ces classements, qui vous frappe? Il n'y a pas la biopsie percutanée, justement, parce que ce n'est pas considéré une effraction tumorale. Et donc, cette étude qui provient de l'équipe norvégienne, avec 410 malades, a essayé d'étudier comment péjore la rupture tumorale en chirurgie. Et donc, à la première image, vous avez la survie sans récidive et vous avez la totalité de la cohorte. Et vous voyez qu'il y a une différence significative entre la résection R1 et la résection R0. Mais cette différence devient beaucoup plus flagrante entre le patient qui a eu ou pas une rupture tumorale. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont pris à gauche le patient qui n'ont pas eu de rupture tumorale. Et là, on voit que vraiment, il n'y a pas de différence significative entre les R1 et R0. Et à droite, le patient qui a eu tous une rupture tumorale, ils ne tirent pas des bénéfices d'une chirurgie R0. Là, il faut dire que dans ce papier, c'est en général comme ça, une exérèse R1 est beaucoup plus souvent associée à une rupture tumorale. Et nous, on considère dès qu'il y a une rupture tumorale qu'on ne peut pas considérer la résection R0. Et donc, à l'analyse multivariée, la rupture tumorale est un facteur indépendant. Et si on y associe l'index mitotique et la taille, vous voyez que c'est l'index mitotique supérieur à 5 et la taille supérieure à 10 cm. Donc, avec ces deux papiers, on en est à ce que la rupture tumorale de nos jours est mieux définie. La microbiopsie percutanée, parce qu'on va en parler, elle n'est pas une rupture tumorale. Et la rupture tumorale est un facteur beaucoup plus péjoratif qu'une exérèse R1. Donc, si vous faites les PubMed sur les indications de la célioscopie pour les gistes, vous allez tomber sur des centaines, voire des milliers d'articles, dont la plupart sont des articles de techniques. Mais cette revue fait vraiment les résumés qu'il nous dit que pour les gistes gastriques, on a suffisamment de data de dire que c'est une approche chirurgicale adéquate si elle respecte les règles de la chirurgie oncologique. Mais par contre, pour les autres localisations, on n'a pas de data suffisant pour dire qu'il faut faire par célioscopie ou il ne faut pas faire par célioscopie. Petit rappel pour les règles de la chirurgie oncologique. Là, vous avez, ça c'est des images qui proviennent de l'article. Vous avez un gyste gastrique qui est exophytique. Et donc là, il n'y a pas de rupture tumorale. L'exérèse est faite dans des marges lors de la chirurgie macroscopiquement et puis microscopiquement saine. Et l'extraction de la pièce est faite dans un sac plastique. Je reviens, il y avait le commentaire tout à l'heure par M. Emile, la fragmentation de la pièce dans les sacs célioscopiques pour l'enlever, ça, il ne faut pas le faire. Si la pièce nécessite une incision aussi grosse pour la faire l'enlever, il ne faut pas faire par célioscopie, c'est simple, il faut faire par laparotomie. Donc, il n'y a pas de morcellation des pièces, des gistes en célioscopie. Et donc, ça, c'est un cas de chez nous. Donc, la particularité de ces cas, c'est que vous avez une tumeur qui est petite, mais qui est de développement endoluminal. Ça veut dire que si vous êtes en célioscopie, vous n'allez pas forcément voir l'empreinte de la tumeur sur la paroi gastrique. Comment on fait dans ce cas-là? On fait une double technique avec célioscopie et fibroscopie concomitante avec des écrans. Donc, on est guidé par la fibroscopie et
l'endoscope contrôle notre geste par l'intérieur de la lumière pour nous dire si on a bien posé notre pince et qu'on ne pince pas la tumeur, qu'on est à distance. Et qu'est-ce que ça donne comme pièce? Ça donne les petits chaussons que vous voyez en bas. Donc la tumeur est bien entourée par du tissu sain partout. Donc, la classification du risque, on a dit la classification métinène prend en compte la taille tumorale, l'index mitotique et la localisation. Et c'est la classification des Joensuu qui a pris aussi en compte la rupture tumorale. La nécrose est un facteur important, mais pour l'instant, il n'est pas encore entré dans les classifications. Pour les traitements adjuvants, je ne pense pas trop traîner, hein. Olivier va faire tout ça. Ça, c'était pour justifier les recommandations. Je pense qu'il va partir de tout ça. Et voilà, ça, c'est l'arbre décisionnel des recommandations françaises. Et donc, on arrive à la maladie localement évoluée. Donc, quel est le rationnel pour un traitement néoadjuvant? Pourquoi on a y pensé? On y pensé parce qu'il y a beaucoup de réponses, plus de 90% dans les 4 métastatiques. Donc, ça marche tellement bien, pourquoi ça ne marcherait pas dans les cas de figure néoadjuvants? Le plus souvent, la réponse est significative, donc on pourrait vraiment en tirer bénéfice pour faciliter la chirurgie, on va voir. Et bien sûr, c'est dans les recommandations européennes et américaines. Ça, c'est les plus anciennes publications qui parlent de ça. Et par contre, les éléments prérequis pour faire un traitement néoadjuvant, c'est la biopsie, un monitoring adéquate de la réponse et une analyse mutationnelle. On va voir pourquoi. Donc la biopsie, parce que ça ressemble à la diapositive que Sylvie a montrée pour le tumeur rétropéritonéal. Tout n'est pas ingiste, hein. Donc le tumeur germinal, vous aurez peut-être trouvé avec les marqueurs tumoraux, comme on a dit de faire, mais il y a d'autres tumeurs pour lesquelles vous avez besoin de la biopsie. Et donc la biopsie est importante pour établir les diagnostics, mais elle doit être bien faite parce que on va voir que quand on fait un traitement néoadjuvant, les risques de la tumeur, les risques de récidive, est calculé sur la biopsie pré-opératoire. Vous n'allez pas calculer les gistes sur la pièce opératoire qui sera une pièce après traitement. Donc là, après les topos de M. Emile, je pense que là, il y a peu d'intérêt, mais elles ne sont pas les seules tumeurs KIT positives, les gistes. Et cet ancien article a trouvé plus que 50 tumeurs différentes qui peuvent être ces KIT positifs. Et là, c'est pour ça qu'on fait le DOG1. Mais voilà, les mélanomes, les tumeurs germinales, les desmoïdes peuvent l'être aussi. Et on arrive au monitoring. Il est très important et il doit être rigoureux parce que il y a une résistance d'à peu près 10% des patients. Donc, il faut rapidement savoir si le patient répond ou ne répond pas. Et quand même, à peu près 3% de patients vont présenter des complications. Sur l'image à gauche, vous avez l'apparition de niveau hydroaérique au sein de la tumeur, ce qui montre qu'il y a une fistule, une communication avec les tubes digestifs. Et à l'autre image, vous avez l'apparition d'un épanchement intrapéritonéal lors du traitement. Quand vous avez ça chez un patient qui est ingiste, la première hypothèse, quasi-certitude, c'est une hémorragie de la tumeur. Est-ce que ça va modifier la prise en charge? On va le voir. Et donc, pour le monitoring, ça, c'est le papier qui a défini les critères de Choi. Et ben, dans ce papier, Choi s'est posé la question, est-ce que les critères RECIST sont suffisants pour les gistes? C'était plus ou moins connu que ce n'était pas suffisant, mais avec ce papier, il a montré que elle a montré que des petites modifications de taille, mais plus que 10%, ou des petites modifications de la densité, plus que 15%, associées, peuvent être significatifs pour montrer une réponse tumorale. Il a associé les scanners au PET scanner au 18 FDG qui a montré ça. Et par exemple, attention, il y a des cas où on a une augmentation des dimensions de la masse, mais vous avez une densité moins importante. Si vous faites le PET scanner, vous allez voir qu'il y a une réponse, alors que selon RECIST, là, il y aurait probablement une progression.
Donc, les recommandations de l'ESMO, c'est le même tableau qui, dans les cas de figure d'une chirurgie R0 non possible sans séquelles majeures, la recommandation, c'est imatinib à néoadjuvant pour 6 à 12 mois et on va voir pourquoi et comment. Donc, les gistes localement évolués, soit non résécables, soit les tumeurs pour lesquelles une résection R0 est difficile, où la chirurgie serait très mutilante, le risque de rupture est important, le risque d'hémorragique est majeur. Donc, vous donnez l'imatinib à néoadjuvant en attendant de faire diminuer les dimensions de la tumeur afin de diminuer l'extension de la chirurgie. Parfois, le geste, l'intitulé de votre intervention reste le même, mais la chirurgie est beaucoup plus facile. Et quand est-ce qu'il faut opérer? Donc, les ORTC, STB, SG, expérience. Donc, les délais médians du traitement préopératoire par imatinib étaient de l'ordre de 40 semaines. Et ça, c'est une étude radiologique. Donc, en imagerie, la meilleure réponse est apparue à 28 semaines, avec un plateau à 34 semaines. Donc, est-ce qu'il faut opérer? Il faut opérer quand la réponse est maximale, quand il y a plus d'amélioration entre deux contrôles successifs par imagerie, et ça arrive entre 6 et 12 mois de traitement. Voilà un exemple, un patient avec une grosse tumeur, limite résécable, pour laquelle on a eu la confirmation histologique avec une biopsie percutanée. On savait que c'était une gyste, on avait les profils mutationnels, on avait commencé l'imatinib à néoadjuvant, quasi en urgence. Pour cette grosse tumeur, on a commencé les traitements en hospitalisation pour être sûr qu'il n'y aurait pas de complications liées au traitement néoadjuvant. Et vous voyez, en bas, vous avez les images 8 mois plus tard, et c'est à ce moment qu'on a intervenu. Vous allez voir ces cas cet après-midi avec Sylvie en détail. Mais est-ce que toujours ça se passe comme on veut? Non, ça c'est l'exemple que je vous montrer tout à l'heure. Donc vous avez la gyste que vous voyez là. Et après 40 jours de traitement, le patient arrive à une consultation non programmée avec douleur abdominale. Vous faites les scanners. Il y a l'épanchement qui est apparu. Le diagnostic, c'est simple, vous avez une fissure de la tumeur, une rupture de la tumeur spontanée avec hémorragie. Donc là, il faut faire une chirurgie anticipée, chose qui a été faite. Vous allez voir également ce cas en détail cet après-midi. Et donc ça, c'est pour rappeler que les risques doivent être calculés sur les caractéristiques initiales de la tumeur, les caractéristiques sur la biopsie pré-traitement, d'où l'importance de cette biopsie. Et on passe à la maladie métastatique. Donc, quelle est la meilleure stratégie? On s'est posé la question. Est-ce qu'il faut augmenter la dose de l'imatinib? Après, donc ça ne donne pas des résultats. Pareil, je ne commente pas là-dessus. C'est entre 400 et 800 mg. Donc, il discutera. Et donc, pour la chirurgie, il y a plusieurs études rétrospectives. Oui, là, c'est métastatique. Je vais vous montrer. Donc, est-ce qu'il faut faire un debulking initial, puis faire l'imatinib? Est-ce qu'il faut faire l'imatinib, puis chirurgie? Donc, sur ces études plus anciennes, la PFS médiane est de l'ordre de 24 mois. Et là, vous avez une étude coréenne avec 249 patients avec GIST. Il y avait un groupe A où le patient a eu une cytoréduction de plus de 75%, et les groupes B, les autres, qui ont eu juste un traitement par imatinib. Et là, cette étude, qu'est-ce qu'il montre? Qu'il n'y a pas de différence significative en PFS et en survie globale. Et donc, le pronostic des patients n'est pas amélioré par une chirurgie de debulking, et le traitement doit commencer par imatinib. C'est les conclusions de cette étude. Ça, c'est une autre étude européenne avec 239 patients avec GIST métastatique qui ont été traités par imatinib première puis chirurgie. Donc, vous avez eu 177 patients qui ont eu une chirurgie complète, R0, R1, et 62 malades qui ont eu une chirurgie incomplète avec un résidu tumoral macroscopique, R2. Et là, à ce qui concerne la survie globale, il y a une différence significative. Et c'est encore plus important, c'est important pour le patient qui ont été stabilisés par la maladie et non pas pour le patient qui a une maladie progressive sous traitement par imatinib.
Et là, vous avez les courbes. On voit que pour les malades qui ont été stabilisés par les traitements, il y a une différence significative entre la chirurgie complète et la chirurgie avec un résidu tumoral. Un bénéfice qui a été perdu chez les malades qui ont été opérés alors qu'il était en train de progresser sous traitement. Et sur la courbe B, vous voyez que la localisation des métastases hépatiques est une localisation favorable par rapport à la localisation péritonéale ou quand ces deux localisations sont combinées. Et donc, le facteur pronostic favorable qui sort de cette étude en analyse multivariée, c'est le sexe féminin, la chirurgie complète, une maladie contrôlée par les traitements médicaux, quand l'intervalle est court entre le début de l'imatinib et de la chirurgie, et la localisation hépatique. Donc ça, c'est un plus ancien papier, mais je l'ai mis parce que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe chez les patients qui ont une progression limitée. Vous voyez à gauche qu'un PFS, il y a une différence significative entre la maladie contrôlée, la maladie en progression limitée et la maladie qui progresse, qui ne comprend rien du traitement. Or, en survie globale, vous voyez que la différence entre la maladie stabilisée, bien contrôlée par le traitement, et la maladie qui présente juste une progression limitée n'est pas significative. Par contre, elle est significative avec les patients qui ont une progression sous traitement. Ça, c'est un papier récent. C'est une grande série de 2 centres américains avec 323 malades métastatiques sous TKI, 400 interventions au total. Et donc, qu'est-ce qu'il sort de cette étude? Que la morbidité totale est de l'ordre de 28%, dont 18% morbidité importante, grade 2, grade 3, grade 4. La mortalité est de l'ordre de à peu près 2%. Et vous avez la PFS et la survie globale. Vous avez plusieurs courbes et en dessus, vous avez les facteurs pronostiques indépendants pour chaque cas de figure. Et on voit, si vous voyez, chez tous les malades ou chez les malades qui ont seulement imatinib, les patients qui ont été répondeurs font mieux que ceux qui ont une maladie stabilisée et font mieux que ceux qui ont une progression unifocale et encore mieux de ceux qui ont une progression multifocale. Donc, ça, c'est pour nos réflexions. Qui peut en tirer bénéfice? Et en bas, vous avez la survie globale. C'est plus ou moins pareil. Je ne commente pas sur le sunitinib. Les patients ont été très peu nombreux dans cette étude. Et donc, la conclusion de cette étude, que chez les patients métastatiques, la chirurgie de stéroréduction est licite chez les patients qui sont répondeurs, quand elle est complète. La survie globale, la médiane est dans l'ordre de 7 ans et la morbidité importante, grade 3, grade 4, est de l'ordre de 20%. Donc, ça, c'est encore une étude coréenne avec 90 malades chez lesquels il y a deux groupes, 38 malades qui ont été opérés après traitement avec imatinib et les restes, 52 malades qui n'ont pas été opérés. Et vous voyez que la TTF, le time to treatment failure, il y a une différence significative entre les malades qui ont été opérés et les malades qui n'ont pas été opérés. Et c'est pareil, mais moins marqué pour la survie globale. Et donc, en analyse multivariée, aussi bien pour la TTF que pour la survie globale, qu'est-ce qui sort? La totalité de dimensions tumorales, donc si vous avez, il faut ajouter la totalité des masses et la chirurgie ou pas. Toujours plus marqué pour la TTF que pour l'OS, mais significatif pour les deux. Et ça, c'est un review paper qui a été fait dans le cadre de l'école de sarcome de l'ESSO. Et donc, ces reviews concluent plus ou moins aux mêmes choses, que la chirurgie est indiquée aux malades répondeurs et la chirurgie pour des lésions isolées progressives peut prolonger la PFS. Quels sont les bénéfices? On peut gagner du temps pour switcher au TKI de deuxième ligne plus tard. Qu'est-ce qui se passe quand on arrête? Ça va être discuté encore cet après-midi, mais grosso modo, quand on arrête les traitements pour les métastatiques,
ça progresse. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait faire une étude randomisée pour vraiment pouvoir conclure et répondre à cette question. Ça, c'est l'étude qui était prévue par le RTC il y a une dizaine d'années plus ou moins, mais 30 centres ont réussi à recruter que 12 malades. Moi, je me rappelle très bien cette période, on est allés ensemble à l'ERTC, donc ça n'a pas été fait. C'est qu'on n'a pas réussi à faire en Europe. Les Chinois ont presque réussi, mais pas vraiment, parce que ça, c'est une étude randomisée chinoise. Ils avaient prévu 210 malades, ils ont recruté 41. Néanmoins, ça reste la seule étude randomisée qui existe. Et donc, vous voyez à droite, la PFS à 2 ans pour les patients opérés est de l'ordre d'à peu près 90% et pour le malade non opéré de l'ordre de 60%. La médiane overall survivor n'a pas été, ils n'ont pas arrivé jusqu'à là. Et là, c'est les recommandations françaises pour les tumeurs localement avancées et métastatiques. Les recommandations européennes, qui concluent plus ou moins à la même chose. Et donc, si on veut résumer en 3 phrases, maladie localisée, indication à une chirurgie R0, sans curage ganglionnaire, sans rupture tumorale et traitement adjuvant à juger après selon les risques. Maladie localement évoluée dont la chirurgie impliquerait une chirurgie mutilante ou un risque très élevé d'hémorragie, des ruptures tumorales, il faut une biopsie avant, avoir le profil tumoral, traitement néoadjuvant. Quand vous avez la meilleure réponse, le plus souvent ça arrive entre 6 et 12 mois de traitement, vous faites votre chirurgie et après vous continuez les traitements basés sur les caractéristiques tumorales de la biopsie initiale. Maladie métastatique, elle est licite chez les malades qui sont contrôlés, soit qui répondent, soit qui ont une maladie stable. Et aussi quand il y a une lésion unique qui progresse parmi les autres, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une morbidité quand même certaine, de l'ordre de 20%, grade 3, grade 4, mais avec un bénéfice médiane survie globale de 7 ans.